Je m'appelle Aïcha, et ceci est mon histoire, celle d'une femme qui, sans le vouloir, s'est laissée happer par une vague aussi envoûtante que destructrice. À 32 ans, je suis comptable dans une grande entreprise pétrolière en Guinée équatoriale, un poste respectable que j'ai décroché grâce à des années de travail acharné et une rigueur sans faille. Je suis mariée à Traoré, un homme attentionné, enseignant dans une école locale, dont la présence calme et prévisible est à la fois un refuge et une routine. Notre maison à Malabo, avec ses murs blancs et son petit jardin, est un symbole de stabilité, admiré par nos voisins et nos familles. Vu de l'extérieur, ma vie est une réussite, un emploi bien rémunéré, un mariage solide, des projets d'avenir comme acheter une maison plus grande ou voyager un jour. Pourtant, au fond de moi, un vide persiste, une sensation diffuse mais tenace que quelque chose d'essentiel manque. Chaque matin, je me lève à 6 heures, prépare le café pour Traoré, enfile mon tailleur gris et pars pour le bureau, où je passe mes journées à vérifier des colonnes de chiffres, à traquer les incohérences dans les comptes de l'entreprise. Mon travail, bien que gratifiant sur le plan intellectuel, est mécanique, presque hypnotique dans sa répétition. Les réunions s'enchaînent, les deadlines aussi, et je m'exécute avec une efficacité qui me vaut le respect de mes collègues. Mais en rentrant le soir, quand je m'assois à table avec Traoré pour discuter de sa journée ou des factures à payer, je sens une lourdeur s'installer. Les conversations sont chaleureuses, mais elles glissent sur la surface, évitant ce que je n'ose pas nommer, un manque de frisson, d'étincelle, de cette sensation d'être pleinement vivante. Je souris, je joue le rôle de l'épouse et de la professionnelle accomplie, mais au fond, je me demande si c'est tout ce que la vie me réserve. Ce vide, je le cache soigneusement, même à moi-même, jusqu'à ce qu'un événement vienne tout bouleverser. C'est alors qu'Idriss, le nouveau directeur des opérations de l'entreprise pétrolière, est entré dans ma vie, bouleversant tout sur son passage. À 50 ans, Idriss était un homme à l'aura magnétique, un mélange irrésistible d'élégance, de pouvoir et d'assurance désinvolte. Grand, avec une voix grave et un sourire qui semblait toujours cacher un secret, il était surnommé l'homme d'ébène par les employés, un clin d'œil à son charisme et à sa prestance. Proche d'un ministre influent, il évoluait dans les cercles du pouvoir avec une aisance qui le rendait presque intouchable. Chaque mot qu'il prononçait semblait calculé, chaque regard qu'il posait semblait sonder l'âme. Tout a commencé lors d'une réunion sur un audit financier interne. J'avais préparé un rapport détaillé, pointant des irrégularités dans les comptes de certains fournisseurs. Quand j'ai pris la parole, Idriss m'a fixé un instant de trop, ses yeux sombres s'attardant sur moi avec une intensité troublante. « Travail remarquable, Aïcha », a-t-il dit, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, un sourire discret au coin des lèvres. Ce n'était qu'un compliment professionnel, mais il y avait quelque chose dans son ton, une nuance qui m'a fait frissonner. Je me suis convaincue que j'avais imaginé cette tension, qu'un homme comme lui, habitué à côtoyer des puissants, n'aurait aucun intérêt pour une comptable comme moi. Pourtant, les jours suivants, Idriss a commencé à me solliciter directement. Il me convoquait dans son bureau vitré au dernier étage pour discuter de mes rapports, demandant des précisions sur des détails techniques. Ces échanges, d'abord strictement professionnels, ont pris une teinte différente. Un compliment sur ma perspicacité, une remarque légère sur ma tenue, un regard qui s'égarait un peu trop longtemps. Je sentais mon pouls s'accélérer à chaque rencontre, partagé entre la nervosité et une curiosité grandissante. Un soir, alors que je restais tard pour boucler un dossier, il est apparu à la porte de mon bureau. « Tu ne dors jamais, Aïcha » a-t-il lancé, s'appuyant contre le chambranle, son costume impeccablement taillé soulignant sa silhouette. J'ai ri, mal à l'aise, mais ses yeux ne riaient pas. Il me scrutait, comme s'il cherchait à percer mes défenses. « Et toi, pourquoi es-tu encore là ?» ai-je répondu, tentant de garder un ton léger. Il s'est avancé, posant une main sur mon bureau, si près que je pouvais sentir son parfum, un mélange boisé et enivrant. « Peut-être parce que je savais que tu serais là » a-t-il murmuré. Ces mots, simples mais lourds de sous-entendus, ont planté une graine dans mon esprit. Quelques jours plus tard, il m'a invité à un dîner de travail dans un restaurant discret de Malabo. J'ai hésité, consciente des risques, mais une force plus grande, curiosité, désir, ou peut-être ce besoin de me sentir vivante, m'a poussée à accepter. Assise face à lui, un verre de vin à la main, j'ai découvert un autre Idriss. Il était drôle, attentif, presque vulnérable lorsqu'il parlait des pressions de son poste, des attentes écrasantes de ses relations politiques, de son envie d'échapper, parfois,
à ce monde de faux-semblants. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vue, non pas comme la comptable méthodique ou l'épouse dévouée, mais comme une femme. Quand sa main a effleuré la mienne en me passant le sel, un courant électrique m'a traversée. J'ai su, à cet instant, que je m'aventurais sur un terrain dangereux, mais l'attraction était trop forte pour y résister. La liaison avec Idriss s'est rapidement intensifiée, devenant une spirale de passion et de risque. Ce qui avait commencé par des regards et des sous-entendus s'est transformé en une relation secrète, alimentée par des rendez-vous clandestins et une adrénaline constante. Idriss, avec son aisance et son influence, connaissait les moindres recoins de l'entreprise pétrolière, les salles de réunion sans caméra, les horaires où les couloirs étaient déserts, les hôtels discrets à Bata pour nos prétendus déplacements professionnels. Chaque rencontre était un mélange de frissons et de dangers, comme si le fait de défier les règles rendait tout plus vivant. Dans ses bras, j'oubliais tout. Traoré, mon mariage, la culpabilité qui me rongeait. Idriss avait cette capacité à me faire sentir unique, désirée, comme si le monde entier s'effaçait lorsqu'il murmurait mon nom. Mais cette intensité avait un prix, et je commençais à en percevoir les contours. À la maison, je jouais la comédie. Je souriais à Traoré, préparais le dîner, répondais à ses questions sur ma journée avec des demi-vérités. Mais mon esprit était ailleurs, consumé par Idriss, par le souvenir de ses mains, de ses mots. Je me disais que je pouvais tout gérer, mon mariage stable et cette passion dévorante. Quelle illusion! Le réveil a été brutal. Un matin, en allumant mon ordinateur au bureau, un email anonyme m'attendait. L'objet était vide, mais le message glaçant. Tes secrets ne sont pas si bien gardés. Ouvre la pièce jointe. Tremblante, j'ai cliqué. C'était une photo floue, prise dans une voiture, où l'on devinait Idriss et moi. Trop proches, nos visages à peine discernables mais reconnaissables. Mon cœur s'est arrêté. Quelqu'un savait. Prise de panique, j'ai couru voir Idriss dans son bureau. Pour la première fois, il a semblé ébranlé, ses mâchoires serrées. « Reste calme, Aïcha », m'a-t-il ordonné, mais sa voix trahissait une inquiétude inhabituelle. Il a promis de mobiliser ses contacts pour identifier l'expéditeur, mais son assurance habituelle semblait fissurée. Les jours suivants, la tension est devenue insoutenable. Traoré, d'ordinaire si patient, a commencé à remarquer mes silences, mes absences prolongées, mon regard fuyant. « Tu es différente, Aïcha », m'a-t-il dit une nuit, ses yeux pleins de questions. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai nié, prétextant le stress au travail, mais je voyais le doute s'installer en lui. Puis, un soir, en rentrant, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte de notre maison. À l'intérieur, une clé USB. Les mains tremblantes, je l'ai branchée sur mon ordinateur portable. Une vidéo s'est lancée, Idriss et moi, dans une salle de réunion de l'entreprise, nos corps enlacés, capturés par une caméra que j'avais cru désactiver. Un message accompagnait la vidéo. « Dis la vérité à ton mari, ou tout le monde verra ça. » La panique m'a submergée. J'ai appelé Idriss, qui m'a rejoint dans un parking désert à l'écart de Malabo. « C'est un coup monté », a-t-il affirmé, les poings crispés. « Quelqu'un veut me nuire à travers toi. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'étais un pion dans un jeu plus grand, un dommage collatéral de ces intrigues politiques. Il a juré de régler la situation, mais je voyais dans ses yeux qu'il protégeait d'abord sa position, son pouvoir. Incapable de supporter la peur et la culpabilité plus longtemps, j'ai craqué. Une nuit, alors que Traoré lisait dans le salon, je me suis assise face à lui, les larmes aux yeux. Les mots sont sortis comme un torrent. Chaque phrase un aveu douloureux, ma liaison avec Idriss, les mensonges, la vidéo. Traoré m'a écouté en silence, son visage impassible, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Quand j'ai fini, il s'est levé lentement. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Aïcha », a-t-il dit, la voix brisée. « Mais je ne veux pas que cette vidéo détruise ta vie. » Puis il a posé un ultimatum, quitter l'entreprise et couper tout contact avec Idriss, où il rendrait la vidéo publique lui-même. À cet instant, j'ai compris que mon monde, tel que je l'avais construit, s'effondrait. Face à l'ultimatum de Traoré, j'ai choisi de sauver ce qui restait de ma dignité. J'ai démissionné de l'entreprise pétrolière, prétextant des raisons personnelles pour éviter les questions. Idriss, déjà sous pression à cause d'accusations de détournement de fonds liés à des contrats douteux, n'a pas cherché à me retenir. Lors de notre dernier échange, dans un café discret à l'écart de Malabo, il m'a regardé avec une intensité qui m'a autrefois fait chavirer. « Tu mérites mieux que ce chaos ?»
Aïcha, a-t-il dit, mais ces mots sonnaient creux, comme une excuse pour se dédouaner. Peu après, les rumeurs ont explosé. Des enregistrements compromettants d'Idriss, impliquant non seulement des malversations financières mais aussi d'autres liaisons, ont été divulgués lors d'une enquête interne. Il a été arrêté, non pour ses aventures, mais pour corruption et abus de pouvoir. Son nom, autrefois synonyme de prestige, est devenu une tache dans les journaux locaux. Pour moi, le monde s'était écroulé, mais cet effondrement a marqué le début d'une reconstruction. Traoré et moi avons entamé une thérapie de couple, un processus douloureux où chaque séance rouvrait des blessures. Il était blessé, en colère, mais il restait à mes côtés, cherchant à comprendre plutôt qu'à juger. Certains jours, je voyais dans ses yeux une lueur d'espoir, d'autres, un mur de méfiance. Le chemin était long, semé de silences lourds et de conversations difficiles, mais nous avancions, pas à pas. J'ai trouvé un emploi à mi-temps dans une petite ONG locale, un travail moins prestigieux mais qui me permettait de redonner du sens à mes journées. Loin des chiffres froids de l'entreprise pétrolière, je découvrais une satisfaction nouvelle à aider des communautés, à construire quelque chose de tangible. Chaque nuit, je repensais à Idriss, non pas avec nostalgie, mais avec une étrange gratitude. Cette liaison, aussi destructrice fut-elle, m'avait révélé une vérité sur moi-même. Je ne voulais plus d'une vie tiède, d'une existence où je me contentais de cocher des cases. Idriss n'était pas l'étincelle que je cherchais, il n'était qu'un miroir reflétant mon propre vide. Ce que je désirais, c'était une vie où je me sentais vivante, où chaque jour portait la promesse d'un sens plus profond. J'ai commencé à m'écouter davantage, à explorer ce que je voulais vraiment, écrire, peut-être, ou m'engager dans des causes qui me tenaient à cœur. Je ne suis plus la femme qui se cachait derrière un bureau ou un mariage parfait. Cette épreuve m'a brisée, mais elle m'a aussi libérée. Aujourd'hui, je marche vers une version de moi-même que je commence tout juste à découvrir, et personne ne pourra m'enlever cette renaissance.